Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Répondez dans le chat plutôt que d'ouvrir vos micros. Bonjour tout le monde. Oh là, je vois plein de oui. Bon, c'est super, c'est que ça fonctionne bien. Je n'avais pas activé mon micro parce que j'attendais les derniers. Donc, tout va bien, c'est normal. Ah, je reconnais pas mal de noms. Alors, c'est bien parce que finalement, vous n'êtes que 57. Enfin, nous sommes 57, plutôt que les 170 annoncés. Donc, moi, ça me convient un petit peu mieux, n'est-ce pas? Alors, j'espère que vous allez tous bien. On est là ce soir pour un live sur comment établir son plan en analyse. Alors, déjà, donc ça, c'est le petit document que je vous ai envoyé par mail. J'espère que vous l'avez bien tous reçu. Alors, bon, ça, c'est les étapes de connexion. Donc, oh, je vois des petites têtes en affichant sur le côté, c'est super. Ça, c'était les infos de connexion, mais si vous êtes là, c'est que tout va bien. Ah, Lisa n'entend toujours rien. Alors, Lisa, es-tu sur téléphone? Parce que sur téléphone, ah, ça y est, c'est bon. Ah, Lisa, donc, a le son. Et s'il y en a d'autres qui n'ont pas le son, mettez-moi un petit... je vais mettre un message dans le chat qui n'a pas le son. Est-ce que vous avez tous l'image déjà? Là, je suis en train de partager comment assister au Zoom. Là, c'est le petit document que vous avez reçu. Oui, donc vous avez l'image et vous avez le son. Non pas que je veuille pas montrer ma tête, mais je pense que c'est quand même plus intéressant de vous montrer les documents. Alors oui, donc si vous êtes là, encore une fois, c'est que vous avez réussi à rentrer avec plus ou moins de difficultés pour certains. Voilà, alors les petits trucs que j'avais mis au début, je voulais pas les mettre et puis voilà, en fait, coupez le micro parce que vous avez peut-être déjà fait des réunions en Zoom et ça peut vite être le bazar avec les bruits de fond de tout le monde. Ah, hop, Virginia vient de nous rejoindre. Ah, pas de son pour Galaxy A5. Alors, si tu es sur téléphone, il y a une petite manip à faire si tu as. Je sais que sur téléphone, parfois, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je suis désolée. Camille, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ta caméra est activée. Ah, ma caméra est activée. Oh. Ah non, Camille. C'est Camille qui a sa caméra qui est activée. Il y en a d'autres qui ont leur caméra activée, je crois. Mais c'est pas grave, de toute façon, là, je vous vois plus. Je ne sais pas comment j'avais fait. Je ne sais même plus comment j'ai fait pour vous voir. Ah si, j'en vois certains, là. Bon, alors, du coup, oui, tout le monde a le micro coupé. Donc, tout va bien. Vous avez le droit de mettre vos caméras, il n'y a aucun souci. C'est juste, voilà, j'ai coupé le micro. Quitte et reviens, ouais, pour avoir le son. Parfois, ça fonctionne. Je regarde encore les participants qui arrivent pour accepter les retardataires. Alors, comme je vous l'ai mis dans le mail que vous avez reçu, voilà, je vous ai mis un petit peu le programme. Donc là, on est encore un peu dans la résolution des problèmes techniques pour certains, mais on va essayer de commencer. Alors, déjà, l'analyse, pour que tout le monde soit au clair. Je suis désolée pour ceux qui le savent, mais je vais refaire le point. C'est la partie 1 de l'épreuve de français. D'accord? Donc, l'épreuve de français qui fait partie des épreuves d'admissibilité, des épreuves écrites. En français et en maths, c'est 40 points en tout et c'est 4 heures, d'accord? C'est le premier écrit que vous allez passer. Nous, on va s'intéresser plus spécifiquement à la partie 1, d'accord?
qui est donc sur 11 points. La partie 2, c'est la grammaire sur 11 points aussi. Partie 3, c'est la didactique sur 13 points. Et en tout, pour votre copie, il y a 5 points qui comptent pour le soin de la copie, l'orthographe, ainsi que la syntaxe. Donc, il faut y faire très attention. Donc, nous, ce soir, on va se centrer sur la partie 1, donc sur l'analyse, qui est aussi appelée synthèse parfois. Voilà, en gros, c'est la partie 1 de l'épreuve de français. Donc, cette épreuve de français, la partie 1 plus spécifiquement, si on regarde, c'est l'analyse d'un corpus, donc d'un corpus de textes. Le plus souvent, vous avez 4 textes, enfin, même toujours, je crois. Et on va vous poser une question, d'accord? On va vous demander d'analyser tel ou tel point, d'accord? En fonction de l'axe de réflexion qu'on vous donne, les textes vont aller avec, vous allez devoir analyser et faire, on va dire, ce qui ressemble à une dissertation. Mais attention, on ne veut pas de dissertation. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas donner son avis. Parce que c'est beaucoup plus court, puisque vous n'avez pas les 4 heures de l'épreuve pour faire l'analyse. D'accord? On reviendra sur le temps qu'on accorde à l'analyse au moment du CRP, puisque vous avez 4 heures pour faire l'ensemble des 3 parties. Souvent, on ne va pas faire 3 parties pour le plan, on va plutôt en faire 2 parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus synthétique, d'accord? C'est quelque chose qui va faire aller, je dirais, une page recto verso. Allez, peut-être un peu plus, mais vraiment, il ne faut pas aller dans quelque chose de trop long, parce que sinon, vous allez y passer un temps fou. Vous n'aurez pas le temps de faire les autres parties, si vous commencez par cette partie, mais on va y revenir. Pour moi, il faut terminer par cette partie. Bonsoir, est-ce que vous avez le son? Oui, Maya. Demande aux enfants. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, donc c'est quelque chose de synthétique, c'est pour ça qu'on appelle ça synthèse parfois. Donc, vous allez non pas paraphraser vos textes, hein, mais vous appuyez sur les textes pour répondre à la question qu'on vous pose. Donc, on va voir d'abord les épreuves, enfin les attentes de l'épreuve, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on va juger? Excusez-moi, je réponds au message. Seulement 2 pages, notre prof nous a dit d'en faire 4. Alice, nous, notre prof a dit d'en faire 1. 4, alors c'est beaucoup trop long. Enfin, je ne sais pas combien de temps il préconise de passer sur l'analyse, mais 4, ça me paraît beaucoup trop long. Il faut être synthétique, effectivement, comme le dit Cindy. Après, une seule, ça va un peu trop vite, je crois. Parfois, il n'y a pas de commentaires. C'est seulement soit analyse, soit synthèse. En fait, il ne faut pas voir en termes, comme on avait lycée, de dissertation, de commentaires. C'est un peu un mélange de tout ça, on va dire. C'est vraiment, tu réponds à la question en organisant tes idées, en fait. Mais on va y revenir. Oui, Virginie dit voir 1,5. Alors moi, je suis habituée à faire en une page recto verso. Si ça fait un peu plus, c'est pas très grave. Mais il ne faut pas vous lancer dans une dissertation de 4 pages, quoi. Au plus tu écris, au plus tu peux te perdre. Donc le mieux, c'est d'organiser au max tes idées. Très bonne réflexion, Cindy. Oui, faut pas trop se perdre, surtout que vous n'avez pas 4 heures. Hein. Parce que en plus, là, comme je vous l'affiche à l'écran, les attentes concernant cette épreuve, qu'est-ce qu'ils vont évaluer, vos correcteurs? L'orthographe, si vous avez une orthographe correcte, d'accord, ça c'est important. Votre syntaxe, bien sûr. Du coup, on n'a pas besoin de faire intro, de partie et conclusion. Si, bien sûr, Alice, bien sûr, on fait intro, conclusion. Mais en tout condensé. On va en reparler juste après. En plus, c'est long et tu te répètes. Oui, parfois on se répète, donc il faut aller droit au but. C'est le but d'une synthèse, justement.
Donc, hormis l'orthographe et la syntaxe, votre correcteur il va évaluer votre capacité à réfléchir à une question qui vous pose, voilà, il vous emmène vers une réflexion, une construction cérébrale. Dans les 2 pages, tu mets intro et conclu. Oui, on met intro et conclusion, on va y revenir, attention. Ensuite, en point 4, j'ai mis organisation des idées. Oui, il faut, et c'est pour ça que ce soir on parle du plan, il faut que vos idées soient extrêmement structurées pour que vous puissiez à la fois aller droit au but et pour que vous montriez à votre correcteur que vous êtes capable d'être organisé, de construire un cheminement dans votre tête pour répondre à une question. D'accord? C'est en fait quelque part le cœur de notre métier. On doit aller à l'essentiel avec nos élèves, mais de façon organisée, progressive, réfléchie, pour amener nos élèves à acquérir une connaissance, une compétence, un savoir-faire, un savoir-être. Voilà. Donc c'est en ça que l'analyse est utile, on va dire, comme épreuve du concours. Et enfin, je dirais en dernier point, un petit peu votre culture. Alors, je ne vous dis pas de vous lancer dans la lecture de grands classiques, de connaître tous les mouvements littéraires sur le bout des doigts. Mais je pense qu'il y en a qui vont rire derrière leur caméra, enfin derrière leurs ordinateurs. Mais quand j'ai vu en Master 1, quand même. Donc, c'est des gens qui ont eu le bac, qui ont eu une licence, d'accord, qui arrivent en Master 1, qui veulent passer le concours, devenir professeur des écoles. Alors, c'est pas du tout un jugement, hein. On reste dans la bienveillance. Et ce jour-là, ce prof a été très bienveillant. C'est plutôt moi qui étais assez scandalisée du point de vue de mes camarades. On avait un corpus où il y avait un extrait de J'accuse de Zola. Et en fait, le prof nous demande, on faisait le corpus ensemble, nous demande de parler un petit peu de J'accuse, d'expliquer ce que c'est. Et en fait, personne ne savait à quoi correspondait le fameux J'accuse de Zola. J'étais la seule à le savoir. On était 35. Donc, en fait, je ne vous demande pas d'avoir une culture littéraire de dingue, mais juste de ne pas me dire que Victor Hugo, c'était un auteur de l'Antiquité ou des choses comme ça. Alors, il y a plein de messages. Pour la culture, il me semblait justement qu'il ne fallait pas ajouter des infos en plus de celles des textes. Alors, on y reviendra. Tu peux ajouter notamment dans l'intro, dans la conclusion, dans les transitions de partie. Pour la phrase d'accroche aussi. Cindy, c'est mon élève à moi ou que j'ai en accompagnement individualisé ou pas? Parce que si c'est elle a bien écouté. Non, une autre personne. Ah bah t'es bien au point. Oui, pour l'intro, je pense que tu ne dois pas dire ton avis, mais tu peux quand même ajouter quelques infos. Non, tu ne te trompes pas, Alix, c'est exactement ça. On ne doit pas donner l'avis subjectif. Même si parfois, ça nous démange. L'autre jour, j'ai fait avec mes élèves en accompagnement Pardon, j'ai coupé mon micro sans le vouloir. L'autre jour, en accompagnement, j'ai fait un sujet avec mes élèves sur l'éducation des filles. Et je me disais, oh là là, et on a envie de donner son avis parce que parfois ça nous révolte, voilà. Mais non, il ne faut pas donner son avis. Par contre, on peut apporter des connaissances de culture. Alors, de culture générale, c'est pas forcément en littérature. Le corpus, la réflexion peut vous faire penser à des éléments d'actualité, peut vous faire penser à une œuvre, une peinture par exemple, je sais pas, une photographie, un artiste, un danseur, enfin, peu importe. La CSE aussi. Comment ça, la CSE aussi? Pourquoi vous me parlez de CSE tout à l'heure? Je peux pas tout faire à la fois. Des notions. Ah, la connaissance des notions, je pense que tu veux dire, Delphine. J'étais sur la CSE, sur l'épreuve orale. Oui, il faut des notions. Alors, après, forcément, par exemple, les figures de style. Elles peuvent vous servir en grammaire,
elles peuvent vous servir aussi pour l'analyse, d'accord? Donc, voilà, ce sont des choses qui, en fait, toutes les connaissances que vous avez, ça peut vous être utile. Oui, parfois connaître les notions de CSE, ça peut aider aussi. Oui, en fait, on va revenir brièvement sur ce qu'il faut dans l'analyse avant de se mettre dans le plan. Donc, il vous faut une introduction. Une introduction avec une phrase d'accroche, soit une citation, soit quelque chose d'actuel, enfin voilà, une phrase d'introduction. Vous allez ensuite définir, on va dire, le sujet. Oui, Chloé, on va vite y passer. Vous allez définir le sujet, vous allez présenter les textes, présenter la problématique, et puis vous lancez donc en 2 parties dans votre développement. Et en conclusion, toutes vos notions de CSE, etc., c'est bien en conclusion de faire un lien avec l'éducation, d'accord? Donc, essayez d'y penser. Si c'est possible, en général, c'est possible, hein, c'est fait pour. On ne met pas des sujets qui n'ont rien à voir. On trouve toujours des idées. Alors, justement, comment on va s'y préparer à cette épreuve d'analyse? La méthodologie, beaucoup de méthodologie. De la gestion du temps. Alors, moi, ce que je préconise sur 4 heures, c'est de passer, en fait, déjà de faire le sujet à l'envers. Didactique, grammaire, analyse, et que l'analyse, ça ne dépasse pas 1h30. Ça, c'est l'idéal. On travaille bien, donc, sur, comme je viens de vous le mettre, l'introduction, la conclusion, très important. On travaille aussi sa culture littéraire si vous avez le temps, si vous aimez ça. Ne vous forcez pas non plus. Et on travaille bien sûr sur ce à quoi on va s'intéresser ce soir, sur le plan. Alors, le plan, à quoi ça sert selon vous? On peut traiter le sujet de CRPE dans le sens qu'on veut, en répondant à la problématique d'Epstein. C'est ça l'enjeu. Un plan, il va vous servir à quoi? Si je vous dis un plan, oui, mais je veux dire, on peut commencer par la DIDA. Oui, bien sûr, tu peux commencer par la partie que tu veux, du moment que tu les numérotes. Donc oui, alors pour vous, j'attends vos réponses. Qu'est-ce qu'un plan et à quoi il va vous servir? Pourquoi est-ce qu'on fait un plan en analyse? Au-delà du fait que ça fait plaisir au correcteur. Alors, pour organiser ses idées, oui, très bien. Pour distinguer ses idées, oui. Structurer l'analyse, oui, ça va aider à structurer votre esprit, très bien. Mettre en relation opposition, oui, même si on verra qu'il y a des sujets où c'est plus dur. Guider la rédaction, très bien. Amener vers la conclusion, structurer sa pensée, répondre à la question, oui, il ne faut pas oublier ça. Fanny qui nous dit un plan, c'est l'organisation d'idées de façon claire afin de synthétiser au max et de façon claire et précise. Très bien, parce que avoir un plan cohérent et juste, ça va vous aider à aller droit au but. Mettre en relation les textes, confronter les textes, oui. Éviter de se répéter, très bien. Parce que ça, c'est souvent le piège et le plan, il va vous permettre de voir si, cette idée, elle revient encore et encore. Est-ce qu'on présente les textes en donnant juste auteur, titre, date, ou est-ce qu'on doit faire une phrase pour chaque texte également? Moi, en général, je fais une phrase, je les lis. Je lis les textes entre eux. Confronter les 2 idées qui s'opposent à un problématique. Oui, Lisa, même si parfois ça ne s'oppose pas vraiment. Par exemple, tout à l'heure, j'ai envoyé un corpus à une élève. Je ne sais pas si elle est là. C'était analyser comment la société perçoit la vieillesse. Et donc, en fait, dans le corpus, il n'y a pas que une ou deux idées. Donc, parfois, c'est plus compliqué en fonction des... Ah, t'es là. Je ne savais pas si c'était toi. Le plan permet de répondre à la question de départ. Ouais, en fait, ça va être un peu votre fil conducteur. D'accord?
C'est un peu comme en escalade, c'est un peu notre ligne de survie. On n'a pas de plan, on n'a pas un plan correct, on n'arrive pas à faire de plan. Votre analyse, je ne dis pas qu'elle sera nécessairement mauvaise, mais ça risque d'être plus compliqué. Alors, le plan. Donc, justement, ça reprend un peu ce que vous avez dit. C'est un fil conducteur. Ça permet d'organiser les idées. Il doit répondre aux problèmes. Il doit y avoir une organisation logique. Il doit s'appuyer sur les textes et on va le voir dans votre brouillon de plan. Il faut faire apparaître vos transitions. Parce que vos transitions, même si vous avez un plan un peu bancal, on va dire, si vos transitions sont bonnes, ça va convaincre, en gros, votre correcteur que votre plan Sissi, il est bon. D'accord? Donc, soit ça peut encore plus convaincre votre correcteur que le plan est génial, et s'il est un peu bancal, ça peut le faire pencher un petit peu. Donc, vous êtes des super élèves. Vous avez réussi, vous avez trouvé en gros ce que j'avais noté. Donc, je pense que voilà, c'est très très bien. Alors maintenant, comment on fait son plan? Par quoi est-ce que vous commencez quand vous commencez votre sujet d'analyse? Je vous écoute. Alors, lire les textes, repérer les grandes idées, définir les termes du sujet, étudier le champ lexical, lire les textes, lire la problématique, lire le sujet. On lit tous les textes. Faire un tableau. On rassemble au brouillon les idées, connaître l'époque des textes, lire les textes et compléter un tableau en parallèle, surligner les termes importants. Oula. Il y a plein de choses, visiblement, qui vous viennent en tête. Alors, bonjour tout le monde, à ceux qui arrivent. Alors, ouais, je vous mets un petit peu la réponse parce que il y a plein de choses. Vous allez lire les textes. Alors, ce que je vous conseille, c'est de lire les textes une première fois, d'accord? Et ensuite, donc, où vous allez faire une première lecture, on va dire, pour avoir une première approche des textes. Et ensuite, une deuxième lecture où là, c'est ce que je vous ai mis, vous allez tirer l'idée principale ou les idées principales des textes. D'accord? Pour ensuite pouvoir les recouper, ces textes, et organiser votre brouillon. D'accord? Donc, en général, ce qu'on fait, une fois la première lecture passée, alors, je vais juste vous mettre, regardez, moi, là, j'ai fait, alors je vous montre. Et en fait, alors, numéroter les lignes, c'est bien parce que ça va vous permettre, en fait, de mettre dans votre brouillon texte 2, ligne 5. D'accord? Plutôt que de réécrire la citation. Donc, voilà. Et vous soulignez, ça, c'est la première étape, on va dire. Et ensuite, vous faites un tableau, vous séparez votre feuille en 4 avec les idées principales, d'accord? Enfin, tout ce que vous retirez du texte. Et là, vous allez avoir, on va dire, la première étape de brouillon. Ok? Cette première étape, elle va être très importante pour la suite, pour construire votre plan. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. Avant de construire votre plan, il y en a qui l'ont dit, on lit la problématique. Et ce que je vous conseille, c'est de noter au brouillon, avant même de lire les textes, tout ce qui vous vient en tête à propos de ce sujet. Ça peut être des expériences personnelles, d'accord? Des choses dans votre vie à vous. Ça peut être des auteurs, des ouvrages, des œuvres d'art. Enfin bref, tout ce qui vous fait penser. Et de mettre ça sur le côté parce que ça peut vous servir pour l'introduction, pour la conclusion, pour vos transitions. D'accord? Donc, ça, une fois qu'on a fait ça, on lit les textes. Première lecture, comme je viens de le dire. Ensuite, deuxième lecture. On note toutes les idées du texte. Et ensuite, on essaye de tirer l'idée principale. D'accord?
Parce que ça va nous permettre de voir où est-ce que des textes se recoupent, s'opposent. Parfois, il y a des textes qui vont se recouper sur certaines choses ou s'opposer sur certaines choses. Et à d'autres moments, ils vont se rejoindre. D'accord? Ça dépend beaucoup des textes. Alors, je vais juste vous dire un truc. Je suis dégoûtée parce que Zoom avait arrêté depuis peut-être 3 mois de me limiter mes temps de réunion. Et là, j'ai un message disant que le temps de réunion est limité à 40 minutes et donc que dans 6 minutes, ça va couper. Donc, je pense en toute logique qu'avec le même identifiant, alors dites-moi si ça vous est déjà arrivé, savoir si je dois renvoyer un identifiant à tout le monde, et là je serais dégoûtée. Si avec le même identifiant, Delphine dit normalement ça marche, normalement. Donc même identifiant, et du coup même mot de passe, je suppose, donc je le redis, hein, c'est 05 08 94, ok. On pourra se reconnecter. Donc à un moment ça a coupé, là dans 5 minutes 27, c'est normal. Pas de panique. Oui, il n'y avait plus de coupure, Cindy, depuis, moi, ça fait des mois que je fais des zooms. Oui, et bien là, moi, il ne veut pas. Il me dit qu'il faut que je paye pour aller plus que 40 minutes. Bref, donc pas de panique. Dans 5 minutes, ça va couper. On va tous se reconnecter et tous recommencer dans la joie et la bonne humeur. Merci Zoom. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà sur comment trouver son plan? Enfin, sur la première étape, disons. S'il y a des questions, je vous écoute pendant les 4 minutes qui restent. Comment on fait quand on ne comprend pas un texte? Alors, ce texte, il va falloir y passer plus de temps. Il va falloir, pour t'encourager, on va dire, moi c'est ce que je faisais dans une langue étrangère, surligner tout ce que tu comprends, d'accord? Et tu vas voir qu'en fait, peut-être tu comprends beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Si tu comprends vraiment pas un texte, essaye avec les quelques passages que tu comprends de le mettre rapidement, d'accord? C'est dur quand on comprend pas un texte, effectivement. C'est pour ça qu'avec beaucoup de méthodologies, c'est souvent les mêmes auteurs qui reviennent. Avec beaucoup d'entraînement avant, on y arrive souvent. Alors, difficile pour moi de trouver les sous-parties de chaque partie. Alors, pour trouver ces sous-parties, en général, si tu as une grande idée, par exemple, s'il y a un corpus où il y a en gros oui, des choses qui s'opposent, bah, tu vas pouvoir mettre par exemple les 2 gros arguments du oui et les 2 gros arguments du non, par exemple. Il faut que tu ailles chercher du côté des arguments ou alors de la temporalité, en fait, souvent. Est-ce qu'il y a des plans types qui marchent souvent? Bah, il y a beaucoup ces oppositions, oui, non, pourquoi, souvent. Ou des plans temporalisés. Donc, comment sortir les idées principales d'un texte et ne pas tout surligner? Alors, c'est parce que avant tu auras lu ton corpus, donc tu sais à quoi t'intéresser, et que en fait, que tu le veuilles ou non, en notant toutes tes idées avant même d'avoir lu le corpus, ça va se construire. Et même si tu soulignes beaucoup de choses, c'est pour ça qu'en général, première lecture, tu soulignes au crayon de papier, deuxième lecture, tu surlignes pour faire le tri, on va dire. C'est un deuxième tri. Combien de temps consacrer à la lecture des textes? Ça dépend à quelle vitesse tu lis. Et si les textes sont durs ou pas. Ça, c'est une question qui est propre un peu à chacun. Je sais que moi, je lis très lentement. Comment fait-on pour trouver l'idée générale? Alors, pour trouver l'idée générale, tu vas pouvoir t'appuyer par exemple sur les champs lexicaux, sur l'auteur, sur les figures de style, les choses comme ça qui vont pouvoir t'aider si tu n'arrives pas à avoir l'idée générale d'un texte. Ce sont des choses qui peuvent t'aider. C'était le cas pour le texte 4 du corpus que tu as envoyé. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. C'était quoi déjà le texte 4? Ah, Hiroshima. Hiroshima était difficile en même temps. Hein, donc, bon. On va y revenir. On va expliquer les textes ensemble. Est-ce qu'il y a un plan type selon les tournures de questions? Non, en fait, c'est comme tu le sens. En général, le plan, tu vas très vite le voir s'il y a une opposition, oui, non.
Alors, c'est dans moins d'1 minute que ça coupe, hein, donc vous en faites pas. C'est quoi un plan temporalisé? C'est du point de vue du temps, donc par rapport aux dates des textes ou par rapport s'il y a une opposition passé, présent, futur, etc. Alors, je vais m'arrêter à la question d'Elisa. Donc, Elisa, Cindy, Lavierville, il va falloir que vous reposiez vos questions juste après, quand ça va couper et qu'on va tous se reconnecter joyeusement. Donc, voilà, attendons le gong qui va tous nous déconnecter. La fin du monde. On se retrouve pour parler un peu des textes et puis pour se mettre au boulot, hein, parce qu'on va se mettre au boulot ensemble très sérieusement. Notre enseignant nous a juste dit de ne pas faire un plan binaire partie oui, non. Tu peux le faire, hein, Elisa. Après, tout dépend des profs, hein, n'est-ce pas? Chacun a ses idées, on va dire, et parfois, c'est difficile de les faire changer d'avis. Le plan type, Cindy, il n'y a pas vraiment de plan type, en fait, je dirais. C'est parfois, tu as oui, non. Parfois, tu as un plan qui va être plus temporalisé. Ça va dépendre. Alors, reprenons. Reprenons. On en était... Alors, est-ce qu'il y avait encore des questions sur le plan? Donc, on a dit, on lit la problématique. Sans lire les textes, on note toutes les idées. On lit une première fois les textes pour qu'on puisse s'en imprégner, on va dire. Une deuxième lecture, on sépare sa feuille en 4 et on note toutes les idées par texte et on essaye de ressortir une ou deux grandes idées pour pouvoir construire son plan, organiser son brouillon et recouper les textes entre eux, les opposer. Tout va dépendre du corpus. Alors, avez-vous tous bien fait vos devoirs? Telle est la question qui se pose. J'espère. Je vois plein de bons élèves. Alors, c'est bien. Vous avez bien fait vos devoirs. Alors, Camille, enfin. Alors, donc, il y a 4 textes dans ce corpus. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur ces textes? Est-ce que quelque chose vous a paru compliqué? Est-ce qu'il y a des choses à expliciter? Alors, le 4, complexe, le 4, pas trop compris, oui. Alors, en fait, pour rien de vous cacher, moi, c'est le sujet que j'ai eu le jour du vrai CRPE, en fait. Et il m'a mis en panique, ce texte 4. J'ai compris les textes, mais je n'arrive pas à faire un plan. Alors, on va voir. On va voir ça. Donc, on va aller au texte 4. Donc, c'était un texte de Marguerite Duras. Et c'était Hiroshima, mon amour, 1960. Alors, ils ont été gentils. Ils nous ont mis un petit chapeau pour nous dire que c'est un film d'Alain Resnais dont le scénario et les dialogues ont été écrits par Marguerite Duras, et que le film il évoque une histoire d'amour entre une Française et un Japonais qui se rencontrent pour les besoins d'un tournage. Donc déjà, j'ai horreur de ce genre de film, ce qui veut dire qu'en fait, dans le film que nous regardons, en fait, c'est l'histoire du tournage en film. Donc déjà, il fallait bien se mettre ça dans la tête, qui est assez particulier. Et en fait, c'est un dialogue entre elle, donc la française, et lui, donc un japonais. Et je pense que vous avez bien compris qu'on parle des bombardements nucléaires de la Seconde Guerre mondiale sur Nagasaki et Hiroshima. Enfin là, je pense qu'il était surtout question d'Hiroshima, il me semble. Oui, ça parlait beaucoup Hiroshima. Oui, mise en abîme, mais tu vois, le jour du CRPE, vire, alors je suppose que c'est Virginie, je ne l'ai pas du tout aimé. Ah, tu n'avais pas compris. En fait, c'est le petit chapeau qui était là, qui
qui te le disait. Sinon, je n'aurais jamais compris, très clairement. Et en fait, ce texte, il est très, très perturbant par sa forme, parce qu'elle parle beaucoup en plus. Et en fait, oui, le chapeau, mais auquel l'histoire revient. Ah oui, alors c'était Hiroshima, Nagasaki, donc les bombes nucléaires lancées sur ces deux villes japonaises au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est là où je vous dis que, en gros, de la culture générale, comme ça peut vous aider, quoi, sans avoir une culture générale. Enfin, je vous demande pas de citer les présidents de la Seconde République, quoi. Mais moi, j'en sais rien. Donc, voilà. Mais c'est pour. Parfois, ça peut vous aider à comprendre les textes, en fait. C'est dans ce sens-là que je le dis. Et en fait, c'était vraiment sur. Ça questionnait un petit peu aussi les médias, en fait, même si à cette époque, c'était pas les médias comme aujourd'hui. Il y a un Japonais qui était au Japon, visiblement, qui a vu des choses. Et il y a une Française qui, elle, n'a pas vécu les choses, qui les a vécues par médias interposés et qui a une vision qui est tout autre. Et donc le Japonais lui dit « tu sais rien ». Pourquoi il lui dit « tu ne sais rien » Il lui dit « tu ne sais rien » parce que mais finalement, elle ne l'a pas vécu. Et c'est là que ça interroge la mémoire. Comment on perçoit les événements, comment on construit l'histoire. En gros, moi, j'ai compris que c'est pas parce qu'on lit des articles qu'on sait. Oui, c'est ça, Fanny. En fait, c'est... En gros, elle pense savoir ce qui s'est passé pendant Hiroshima, mais elle ne l'a pas vécu. Donc, selon lui, qui l'a vécu, elle croit savoir, mais ne sait rien. Oui, en gros, c'est ça. Voilà, vous avez bien compris. Donc, est-ce que, comme dit Fanny, c'est pas parce qu'on a lu des articles qu'on peut comprendre, mais est-ce que c'est une raison, en fait, si on ne vit pas un événement, est-ce que ça nous empêche de le comprendre? Est-ce que ça nous empêche de savoir ce qu'il s'est passé? C'était toute cette ambiguïté-là. Et c'est là qu'on a tout ce gros travail à faire. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire? Il y a la question de l'objectivité, de point de vue, très bien. Différence histoire-mémoire, ouais, très bien. Est-ce que sur les autres textes, vous avez une autre difficulté, quelque chose qu'il faut qu'on revoie ensemble pour être sûr que vous ayez bien compris en fait les textes pour pas que ça vous bloque dans ce que je vais vous demander de faire. Un mot, un auteur, quelque chose. Non, mais du coup, nous fabriquons les souvenirs alors que le japonais, ses souvenirs, c'est du vécu. Oui, c'est ça. Mais, bon, je vous en reparlerai après. Mais on peut vivre les choses avec plus ou moins de distance. Par exemple, alors je vous donne un peu, je l'ai mis moi dans mon analyse. Je pense que vous vous souvenez tous des attentats de 2015. On n'était pas tous au Bataclan et j'espère que vous n'y étiez pas. Et j'espère du plus profond de moi-même que vous n'aviez personne là-bas. Mais pourtant, on a tous été touchés, on s'est tous sentis concernés. Et on l'a vécu quelque part. On l'a vécu différemment. Donc, voilà. Il peut y avoir cette opposition entre ceux qui étaient dans le Bataclan, qui n'ont sûrement pas vécu la même chose que ceux qui étaient sur les terrasses, que ceux qui étaient au Stade de France, que ceux qui étaient à la maison et qui avaient quelqu'un là-bas. De même qu'entre ceux qui s'en sont sortis et ceux qui sont morts, les familles n'ont pas vécu les choses de la même façon. Et que ceux qui étaient chez eux et qui n'étaient pas, entre guillemets, directement concernés, même si on s'est tous sentis concernés. Donc, c'est tout un débat autour de ça. Donc, ah non, moi je n'ai pas très bien compris le texte 2. Alors le texte 2, il allait un petit peu dans le sens de... Il ressemblait un petit peu à Hiroshima, mon amour. C'est en fait un dialogue entre deux amis au moment de la Première Guerre mondiale. Et on en a un qui dit non, mais en fait, il ne faut pas aller se battre parce que ça ne sert à rien, ça tue. Et en plus, en fait, on ne se souvient même pas de nous parce que l'histoire, en fait, elle retient les grandes batailles, les grands événements, mais elle s'en fiche
des hommes, des humains, des petites histoires. Et toute la question est là, est-ce que c'est l'histoire qui s'en fiche ou est-ce que c'est la mémoire? Est-ce que c'est la mémoire qu'on construit par rapport à l'histoire qui oublie les noms, les situations personnelles, etc. Et si c'est le cas, est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas normal? Est-ce qu'il faudrait faire autrement? C'est toutes ces interrogations-là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Ah, il y en a qui arrivent encore, il y en a qui mettent du temps à arriver. Oui, c'est bon pour tout le monde. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, à partir de quelque chose que vous connaissez sûrement si vous me suivez sur Instagram, c'est, là normalement vous avez lu les textes, c'est de faire le fameux tableau en 4 parties où vous allez écrire ce que vous savez sur les textes que vous en retirez, ce dont on parlait. Et ensuite d'essayer de construire votre plan à partir de ça. Est-ce que tout le monde voit? C'est bon? Ou c'est pas bon? Oui. Alors, en fait, ça, moi, c'est mon brouillon, en fait. C'est comment je fonctionne. Donc, partie 1, partie 2, les 2 sous-parties et puis les transitions. Donc, en gros, partie 1, vous écrivez le titre de votre partie 1, partie 2, titre de vos parties 2, pareil pour les sous-parties. Dans le blanc, vous allez essayer de caser les 4 textes, on va dire, d'accord, avec les idées. Et transition sous-partie et transition partie, je le mets parce que moi, je le note au brouillon parce que c'est extrêmement important. Donc, je veux que ce soit sur vos groupes. Plan de partie ne veut pas dire 3 sous-parties. Non. Plan de partie veut dire 2 sous-parties. Plan 3 parties veut dire 3 sous-parties. Voilà. Ça, voilà, il faut que ce soit équilibré. Donc, ce que je vais vous proposer là, c'est de vous quitter. Alors, je sais que ça va être court, mais on va essayer en 15 minutes. Alors, je vais laisser le live tourner, hein, mais je vais vous laisser 15 minutes pour essayer de faire à partir des textes. Voilà, c'est un plan. Il ne sera pas parfait. Mais après, moi, petit spoil, hein, hop, il y a mon brouillon après. Et on en reparlera. Est-ce que ça vous va? Il est 52. On peut dire... Alors, moi, je vais me mettre un chrono si vous voulez. Alors, attendez. Je vais me mettre un minuteur à 15 minutes. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Je reviens dans 15 minutes. À 3, on le lance ensemble, si vous voulez vous mettre un chrono, pour ne pas oublier. 1, 2, 3. À tout à l'heure. Voilà, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. Est-ce que tout le monde est bien revenu? Est-ce que vous êtes bien là? Oui, Camille, oui, Pauline. Perso, je n'ai pas réussi et impossible de faire les transitions. Alors, on va voir ça dans le calme. Alors, ce que j'aimerais vous proposer d'abord, c'est que quelques personnes, alors n'ayez pas honte, on est en toute bienveillance, prennent la parole, activent leur micro pour proposer un plan. Est-ce que quelqu'un veut bien proposer son plan et qu'on l'écoute, qu'on voit ce qu'il a fait pour voir ce que ça a donné? Dans le chat, vous me dites moi, je veux. Si vous voulez bien présenter votre plan. Alix, tu as la parole. Alors, bon, je suis pas trop sûre. Moi, j'avais pensé du coup à un plan, comme on a dit, 2 parties. Donc la problématique, moi, j'avais repris en fait directement ce qui était dans la question. Enfin, je l'ai remanié. J'ai mis comment la relation entre mémoire et histoire se construit-elle à travers les textes. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne façon de faire, mais moi, j'ai fait comme ça. Et après, moi, j'avais pensé dans la première partie faire tout simplement la définition de mémoire et la définition de histoire. Donc, en première sous-partie, définition de mémoire.
et deuxième sous-partie, définition d'histoire. Et après, faire la définition de chaque mot selon les différents textes. Je ne sais plus ce que j'avais noté, mais par exemple, dans le texte, je ne sais plus, le texte 1, il dit l'importance de la mémoire pour aller contre l'oubli, etc. Enfin voilà, il y a plusieurs choses. Donc je pensais mettre en relation les différents textes pour la définition de mémoire et la définition d'histoire. Après, faire une transition. Est-ce que ces termes sont forcément en opposition? Est-ce qu'il peut y avoir des liens entre eux? Et après, du coup, faire la partie 2 avec les liens possibles entre mémoire et histoire et utiliser, je ne sais plus ce que j'avais mis. Qu'est-ce que j'avais mis? Oui, les liens voilà, entre mémoire et histoire, entre les différents textes. Bon, je ne sais plus ce que j'avais noté, mais voilà. En gros, c'était ça mon plan. Et après, faire une conclusion et une ouverture sur l'importance de l'histoire et le devoir de mémoire à l'école. Voilà, en gros. Merci Alix d'avoir eu le courage de partager ton plan avec nous. Alors, quels sont, selon vous, là, tout le monde qui avait écouté Alix, les points positifs de son plan? Qu'est-ce que vous en pensez? On verra les points négatifs, entre guillemets, après. Qu'est-ce qui est positif dans le plan d'Alix? Qu'est-ce qui va être utile? Quels sont les points positifs du plan d'Alix? Le lien avec le sujet, la définition de chaque terme, oui, ça c'est très bien. L'ouverture sur le devoir de mémoire, ouais, ça c'est dans la conclusion et c'est très bien. Le plan est équilibré, oui, on a bien 2 parties, 2 sous-parties. J'adore aussi l'ouverture. Étudier la relation entre mémoire et histoire est essentiel, donc bon pour la deuxième partie. Bonne ouverture, oui. Je trouve que c'est bien d'avoir d'abord défini les termes et après d'avoir essayé de faire des liens entre les deux. Ok. Et maintenant, si vous aviez des critiques sur le plan d'Alix, que diriez-vous? Je pense qu'Alix ne va pas se jeter par la fenêtre si on émet des critiques sur son plan. Tout le monde enfin, tous les plans sont subjectifs et peuvent être critiqués. Ça peut se répéter, ouais. Définir les termes, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Définition, ça ne suffit pas pour faire une partie entière. Opposer les 2 termes dans 2 de ces parties me gêne. D'accord. Mais je n'ai pas trouvé mieux. Ouais, alors en fait, Alix, pour tout te dire, je n'avais pas du tout pensé à ton plan parce que je n'avais pas. Et au début, quand tu as dit première partie, je définis les termes, ça m'a un peu gênée. Un petit peu comme certains disent sur le chat. Et puis après, quand tu as expliqué que, en fait, c'est des définitions par rapport au texte, par rapport à, enfin, pas en fait la définition en gros du Larousse, mais vraiment par rapport au texte, tout d'un coup, ça m'a paru beaucoup mieux. Et c'est un plan qui peut être intéressant. Après, faudrait trouver, voilà, les points de vue des auteurs par rapport à la notion, définition selon l'auteur. Il faudrait trouver un autre titre à ta partie, mais c'est quelque chose qui est très intéressant de, voilà, de voir un petit peu les visions qu'ont chaque auteur par rapport à ces termes, histoire et mémoire. Et ensuite, donc, ta deuxième partie sur vraiment les liens qu'on peut tisser. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est bien. Je n'y avais pas pensé du tout, j'avoue. Par contre, le risque, il faudrait voir en rédigeant, c'est que ta partie 2 soit beaucoup plus longue que la partie 1, peut-être. Alors, il faudrait voir si on arrive à équilibrer. Je comprends comment on peut faire pour analyser ces des dialogues. Je ne comprends pas. Tu te détaches, Virginie, du fait que ce soit des dialogues. C'est le fond qui compte. C'est un dialogue, ce n'est pas grave. Le dialogue, il est fait pour créer l'opposition entre 2 personnages et mettre en opposition. Est-ce que pour la partie 1, on peut mettre en titre « Histoire et mémoire, 2 termes en opposition »
Oui, en gros, on pourrait faire opposition et lien, on va dire. D'accord. Ah oui, Émilie, c'est pas mal. Oui. Du coup, faut déduire l'idée du dialogue. Oui, c'est ça, Virginie. De toute façon, on met pas les titres des parties ici. Alors, je vous le redis, ça va couper, donc il faudra qu'on se reconnecte une troisième fois pour les plus courageux. Hein. Si vous partez, je vous en veux pas. Alors, on met pas les titres des parties, non, tu les écris pas directement. Mais en fait, quand tu vas annoncer ton plan, quelque part, tu vas donner les titres de tes parties. D'accord. Moi, c'est pareil, avec les dialogues théâtre, j'ai beaucoup de mal aussi. Ouais, en fait, il faut essayer de te détacher de la forme du texte dans ces cas-là. Alors, une petite question, Clem, le temps que tout le monde se connecte, tu as eu combien à cette partie? Eh bien, on ne sait pas parce que en fait, on a les notes globales. Donc en fait, je connais ma note en français, mais je ne connais pas, heu, je ne connais pas ma note en didactique, n'importe quoi, en analyse. Alors, est-ce que moi je dirais une super note. Oh, tu es gentille, Chloé. Je ne sais pas. À l'ESP, j'avais des bonnes notes. Sur 11, en gros, non, la première analyse, j'avoue, j'ai une mauvaise note, hein, j'ai dû avoir 6, un truc comme ça, sur 11. Et puis après, je me souviens, la meilleure note que j'ai eue, c'est 10 sur 11. Et là, j'étais trop contente. J'étais trop contente. Alors, qui d'autre veut bien exposer son plan? Alors, Valentine. Alors, je vais couper mon micro, Valentine, pour que tu aies la parole. Je t'en prie. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, super. Du coup, ma première partie, je la fais. Donc, je fais un côté mémoire et un côté histoire. Donc, ma première partie, c'est les mémoires. En petit A, je vais parler que, en fait, la plupart des documents, ils parlent des guerres et que la plupart ont eu un vécu dans les guerres. Donc, en A, je parle des guerres. En B, je parle que c'est un vécu personnel pour la plupart des textes. En partie 2, du coup, là, c'est plus côté histoire. Et donc, du coup, en A, je mets que même avec l'histoire, on a quand même un vécu des événements que j'ai parlé dans la partie A de la partie 1. Et en partie B, j'ai mis que même si c'était il vivait quand même la situation, enfin, l'événement, mais avec moins de représentation, c'était plus fictif, on va dire. Voilà. Merci, Valentine. Est-ce que vous pouvez me donner les points positifs du plan de Valentine dans le chat? Et ensuite, on passera au point négatif, c'est comme tout. Bien avec le sujet, c'est bien structuré, ça ne se répète pas. Très bien, ok. Alix, Charlène, est-ce que vous avez d'autres points positifs sur le plan de Valentine? Alors peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais en fait, le fait qu'elle parle des guerres, qu'elle consacre une partie aux guerres, en fait, je trouve ça intéressant. Parce que, en fait, on se décentre du sujet, on va dire. On n'est plus dans le mémoire, histoire constamment. Et en même temps, on reste dans le sujet. Donc ça, en fait, c'est très bien. C'est passer par-dessus, en fait, juste les deux termes qu'on nous demande d'analyser. Maintenant, quelle critique vous pourriez formuler sur le plan de Valentine? Elle a fait la relation avec l'époque et ça peut apporter plusieurs infos. Oui, dans les points positifs, c'est très bien. Pour les points négatifs, entre guillemets, qu'est-ce qui peut être gênant dans le plan de Valentine? Rien du tout. Peut-être qu'elle divise trop histoire et mémoire sans faire le lien. Histoire et mémoire ne sont pas trop mis en relation. Ouais, alors, c'est vrai que on a moins ce lien entre histoire et mémoire qui était quand même le sujet.
Mais c'est quelque chose, c'est un plan qui... Je ne vois pas trop la différence entre les vécus. Oui, ça peut être un autre souci. C'est un plan, en fait, qui est risqué. C'est-à-dire que tout va se jouer dans la rédaction et dans vos transitions. Donc, c'est un plan qui peut fonctionner. Mais c'est un plan qui est plus risqué que... Enfin, plus risqué. Je ne sais pas. Parce que le premier était risqué aussi dans le sens où celui d'Alix, il définissait les termes de sujet. Donc, en fait, tout plan est risqué, j'ai envie de dire presque. Dans ma transition, je dis que ça part des mémoires pour ensuite devenir historique. Ouais. En fait, il y a ce truc-là de l'histoire, elle se construit grâce à la mémoire et inversement. Ça va dans les deux sens. Je comprends ce que tu as voulu dire, Valentine, et j'ai fait un plan qui va un petit peu dans ce sens que je vais vous montrer juste après. Est-ce que quelqu'un d'autre veut présenter son plan ou est-ce que je vous... Ah, alors, Delphine veut bien présenter son plan. Alors, Delphine, nous t'écoutons. Bonjour. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Ouais. Ok, donc moi, dans ma première partie, j'ai parlé du caractère, enfin, j'ai un peu comparé en fait la mémoire et l'histoire par rapport à leur caractère instable et stable. Donc en A, en fait, j'ai parlé du fait que la mémoire, elle est finalement manipulable. Elle a un caractère plus subjectif. Et dans le B, j'ai plus mis que l'histoire est égale à la vérité. Enfin, c'est quelque chose d'objectif, c'est des faits. Et ensuite, en 2, j'ai parlé du rôle de la mémoire. En fait, là, je n'avais pas trop bien compris le texte 4, donc je pense que c'était un peu faux, mais maintenant, en comprenant mieux, je mettrai sûrement comment en fait la mémoire peut nous influencer, ou plutôt le fait d'avoir vécu ou pas un moment peut influencer notre vision de l'histoire. Et après, en petit b, du coup, j'avais mis aussi l'importance de l'écrit pour figer la mémoire et écrire l'histoire. Ok, merci. Merci. Alors, quels sont les points positifs de ce plan? Quels sont les points positifs du plan de Delphine? Ce qui est bien, c'est que c'est un plan thématique et tout est mis en relation. Oui, c'est exact. Ah, les autres, ils sont endormis là. J'aime beaucoup les liens qu'elle a fait, les relations sont présentes. Ah, vous vous réveillez. Elle fait le lien avec le texte 1 et l'importance de l'écrit. Très bon plan. Ouais, c'est vrai. Mais trouvez-moi des points négatifs au très bon plan de Delphine. Alors, c'est peut-être parce que j'ai une formation d'historienne que moi, ça m'a... La partie 1 est pertinente, mais j'ai plus de mal avec la 2. Ah, Fanny, moi, c'est l'inverse. Ah, Roxane, mon amie. Alors, une analyse trop perso, trop philosophique. Ça dépend comment elle le rédige, si elle s'appuie sur les textes ou pas. Mais en fait, oui, moi, je suis d'accord avec Roxane. Et avec Virginie, l'histoire, elle n'est pas toujours objective. Et en fait, l'histoire, qu'est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que on nous enseigne l'histoire ou est-ce qu'on nous enseigne la mémoire? Est-ce que c'est objectif? Etc. Enfin, je prends un exemple très simple. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je suis sûre que ça va vous parler et je suis sûre que quelque part j'ai raison. Comme le dit Lisa, elle est orientée en fonction du vécu du pays. On prend la guerre d'Algérie. Alors, bon, déjà qu'en France, on a du mal un petit peu à l'enseigner. Mais on va l'enseigner d'une façon qui va être très différente de la façon dont elle est enseignée en guerre d'Algérie. En guerre d'Algérie, n'importe quoi. En Algérie, d'accord? En fonction du parti politique. Oui, très bien aussi, Ludivine. Le texte 4 illustre la subjectivité. Très bien, Delphine. Ouais. Voilà, la guerre d'Algérie, c'est pareil avec la Shoah. Ça peut être avec
avec plein de choses, avec la colonisation, on le voit en France, on a des problèmes avec ça. Les Gaulois, ouais, on descend tous des Gaulois. Comment vous dire, hein, moi, je suis en REP, on descend des Gaulois, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Moi-même, je ne descends pas des Gaulois. Hein. Euh, donc, oui, l'histoire. En fait, ce qui me gênait un petit peu dans le plan de Delphine, c'était cette opposition entre la mémoire est subjective, oui, c'est vrai, mais l'histoire, elle n'est pas toujours objective. Voilà, donc c'est en partie vrai, en partie faux, donc il faut nuancer. Les gouvernants arrangent l'histoire pour avoir le beau rôle, ne pas avoir le sang qui tombe sur les mains. Oui, très bien. Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'elle a voulu reprendre l'idée du texte 3 qui met en lien des sentiments dans la mémoire. Oui, non, mais c'est en partie bon, mais il faut nuancer, en fait, pour pas qu'on puisse, on va dire, nous le reprocher quand, voilà. Et puis, oui, si on regarde un petit peu en CSE, moi, à la fac, j'ai fait de l'historiographie. L'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire, en gros. Et on a bien vu, quoi, l'histoire de Michelet, quand on apprenait que la France était belle, la France était républicaine, la France était magnifique, qu'on vivait dans un monde merveilleux, que la France est un grand pays. Oui, alors oui, mais il y a aussi d'autres choses. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut présenter son plan ou pas? Pas que je m'ennuie, hein, mais après, il faudrait que je vous présente mon plan pour voir ce que vous en pensez. Sonia veut bien. Eh bien, Sonia, je te donne la parole. Alors. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, ma première partie 1, je l'ai intitulée La mémoire du passé, avec une première sous-partie, les souvenirs du passé, parce que pour moi, la mémoire du passé se construit à l'aide de souvenirs. Et pour faire la transition avec ma deuxième sous-partie, j'amènerai vers une notion relative qui est décrite d'ailleurs dans le texte. Il y a dans un des textes où il fait la comparaison entre relatif et absolu. C'est dans le texte 3. La mémoire est un absolu et l'histoire ne connaît que le relatif. Voilà. Donc pour mettre en lien avec le texte 3, ma notion donc d'absolu, la transition de notion absolue pour rebondir avec une sous-partie en opposition à la mémoire, imagination ou d'illusion. Ensuite, en partie 2, j'ai l'histoire. En première sous-partie, donc j'ai la continuité temporelle. En faisant une transition donc, sur la notion relative et qui nous mène à l'histoire du vécu. Je ne sais pas si c'est très très clair. En fait, j'ai mis en opposition la mémoire du passé avec la mémoire d'illusion, si on peut dire ça comme ça. Et en deuxième partie, j'ai pris donc la continuité temporelle, donc en ce qui concerne l'histoire, et à laquelle je n'ai pas opposé, mais à laquelle j'ai construit ma deuxième sous-partie en prenant l'histoire du vécu. Puisque le vécu, c'est dans l'histoire qu'on vit et non dans la mémoire. Voilà. Hop, c'est bon, j'arrivais plus à réactiver mon micro. Merci pour ton partage. Alors, les points positifs du plan de Sonia. Oui,
c'est ça. Oui. Oui, c'est bien. Tous les liens entre mémoire et histoire sont mis en avant et tous les textes sont mis en relation. Oui, ça c'est super important. Souvent, on a du mal à faire le lien entre tous les textes. Parfois, c'est compliqué, surtout quand on oppose trop, effectivement. Donc ça, c'était très bien. Est-ce que vous avez d'autres idées pour les points positifs ou les points négatifs, hein, j'écoute aussi les points négatifs. Oui. On écoute tout, on prend toutes vos remarques. Je ne suis pas sûre de bien avoir compris son plan. Elle a été complexe, son plan. Hein. Oui. Je pense qu'on ne voit pas assez la relation mémoire-histoire. Ah, c'est un point de vue, Émilie. Ouais, j'ai pas lu ma phrase en fait pour lier tout ça en fait. J'avais marqué la mémoire est construite avec les souvenirs du passé, donc elle dépend de l'histoire puisque cette dernière lui apporte la continuité temporelle. D'accord. Voilà, je sais pas si ça... Si ça en éclaire certains. Les sous-parties sont pertinentes. Je retrouve un fil conducteur, ouais. Justement, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est trop dans le détail, justement. C'est peut-être un peu trop flou. Alors, en fait, c'est un plan qui est très dense. Pas assez synthétique, c'est ça? Pardon? Pas assez synthétique. Alors, c'est synthétique et à la fois dense, c'est-à-dire ton plan, il est... On peut avoir... On voit le fil conducteur, etc. Et en même temps, ton plan, comme tu l'as construit, on pourrait facilement partir de ton plan, limite pour écrire un bouquin. Donc oui, après, si tu fais un plan comme ça, c'est bon, mais il faut que tu te dises, ok, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, Non. faut y aller. J'ai Ouais. peur que les limites entre chaque partie ou sous-partie ne soient pas assez définies. Alors ça, en fait, ça va se voir à la rédaction essentiellement avec les transitions, Alix. C'est là où je vous dis que les transitions sont... C'est important. Je me bats pour les transitions. Je suis une militante des transitions. Donc, je vais vous montrer mon plan. Vous avez toutes fait des super plans. J'espère que mon plan va quand même vous plaire. Hein. Alors, je vous présente, c'est écrit comme un cochon. Alors, hop, moi je vais je vais mettre ça sur le côté. Donc, alors, partie 1, j'ai mis des liens indispensables, d'accord? Et partie 2, des liens complexes, parce qu'on est d'accord que mémoire et histoire ont des liens, mais que c'est pas toujours facile. Alors, en A, j'ai mis l'histoire pour construire la mémoire, et en B, la mémoire fait vivre l'histoire. Pour ceux que j'ai en accompagnement, vous savez qu'ils aiment bien les plans où il faut regarder 10 fois le titre pour comprendre la nuance de ce que j'ai dit. Donc, l'histoire pour construire la mémoire. Nous sommes d'accord qu'il faut une histoire, aussi différente soit-elle, même une histoire banale. Hein, je suis sortie de chez moi, j'ai rencontré mon voisin et je suis allée acheter une baguette de pain. C'est une histoire, on va pouvoir s'en souvenir, c'est la mémoire. D'accord ? Clem, j'ai fait la même première partie, je suis bouche bée. Ah bah écoute, on est en connexion, Caroline. Moi, j'adore les plans comme ça. Donc, là, vous voyez, j'ai mis mes textes. Donc, en texte 1, vive, donc l'entretien de la mémoire. Nora, non, c'était... mince. Oh là là, je suis fatiguée. Modiano qui insistait beaucoup sur ça, sur l'entretien de la mémoire. D'accord. Je ne vois pas le plan en entier, c'est normal. Oui, puisque je zoome en fait, Lisa. T'inquiète, tu vas voir le plan après en entier. Pour le texte 2, j'ai mis on construit en fait, la mémoire parfois sans se soucier de l'humain. C'est ce qui ressortait beaucoup de ce texte. Et vous voyez, je mets mes lignes à chaque fois pour avoir les citations après pour faire ma rédaction. Dans le 3, il insistait sur le fait que la mémoire, en fait, elle faisait aussi partie du présent. Et le texte 4, j'ai parlé du fait qu'on construit une mémoire, ouais, mais que la mémoire est différente. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure,
Et ben, même quand on vit un événement, on ne vit pas pareil en fonction des personnes et c'est normal. Et ma transition, elle est sur le rôle de chacun. Ça, je le tire du texte de Nora et de Modiano qui dit qu'en fait, chacun a son rôle à jouer pour construire la mémoire. Et donc, la mémoire, elle fait vivre l'histoire. Parce que c'est le fait qu'on... Vous savez, parfois, on dit que les gens qui sont morts, nos proches, ils restent vivants tant qu'on en parle. Et en fait, c'est un peu ça que j'ai voulu dire dans cette partie, que la mémoire, elle fait vivre l'histoire. Et c'est ce que disent les auteurs. Si on ne parle pas de l'histoire, si on ne fait pas un devoir de mémoire, eh ben on risque d'oublier, en fait, notre histoire. Donc, texte 1, la lutte contre l'oubli, c'est un peu le point central, on va dire, de ce texte. Texte 2, j'ai parlé en fait tout le paragraphe 1 de l'opposition en fait à cette guerre 2. En fait, Lola, elle dit beaucoup, ouais, mais c'est pour la grandeur de la France, etc. Alors que l'autre lui répond, ouais, mais de toute façon, on ne se souviendra pas de nous. Oui, bien sûr, on peut citer les textes. Alors, il y a, et il faut citer les textes. À part pour l'académie de, il me semble, Saint-Étienne, j'accompagne une fille qui est dans l'académie de Saint-Étienne, où ils leur ont dit surtout ne citez pas les textes. Je ne comprends pas à quoi ça sert, du coup, si on ne peut pas citer les textes. Il faut parler de tous les textes dans chaque partie et sous-partie. Alors, c'est l'idéal, hein. Mais bon, voilà, on fait comme on peut. Il faut essayer au maximum. Ensuite, dans le texte 3, j'ai mis cette opposition que faisait Nora entre la mémoire, c'est le présent, l'histoire, c'est le passé. D'accord ? Et là, tu vois, Lucie, j'ai pas réussi à trouver quelque chose pour le texte 4. En même temps, le texte 4, il se répétait beaucoup. Et ensuite, alors, c'est écrit n'importe comment et en rouge, là. Ma transition entre les deux parties. Ah, j'ai une question. Quand on cite un texte, on écrit d'après le texte écrit par non. En fait, par exemple, tu vas dire... par exemple, tu donnes ton idée et tu t'appuies sur la citation. Par exemple, tu dis il est important, si je prends ma partie A, j'improvise un peu, il est important d'entretenir la mémoire de l'histoire. Et alors, soit tu cites directement, soit tu peux faire une petite transition en disant comme l'explique Trucmuche dans son texte, etc., sans tomber dans la paraphrase. D'abord, c'est les idées. C'est pour ça que je ne recopie pas mes citations. D'abord, les idées avant tout. Les citations, c'est annexe, on va dire. Sinon, tu peux simplement dire, dans le texte 3, l'auteur insiste beaucoup sur le fait que la mémoire nous aide à construire le présent, quelque chose comme ça. Et donc, ma transition, je vous en parlais un peu tout à l'heure. En fait, donc ça, c'est une connaissance. Non, c'est quelque chose de personnel, même si ça a été avéré par les psychiatres, mais je donne pas mon avis, c'est de dire que face à certains événements, et là j'ai mis, parce que je pensais à ça aux attentats de 2015, les liens entre histoire et mémoire peuvent être complexes, et la mémoire ne se construit pas de la même façon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on s'est beaucoup posé la question de comment va-t-on se souvenir de ces attentats, comment va-t-on construire notre mémoire, en fait, autour de ça. C'est pour ça que j'ai mis que c'était des liens qui étaient très complexes. En petit a, j'ai mis quand l'histoire et la mémoire s'opposent. D'accord. Alors, attendez. Attends, s'il te plaît, pour le 1B, texte 4, 1B. Dans le B, texte 4, que faut-il mettre J'ai rien mis. J'ai rien mis. C'est pas grave s'il y a une fois un texte où tu ne t'en sers pas. Alors, quand l'histoire et la mémoire s'opposent, parce que parfois, elles s'opposent. Donc, j'ai mis pour le texte 1 qu'il y avait une lutte constante entre la mémoire et l'histoire. En fait, qu'est-ce qui devait prendre le plus d'importance? Dans le texte 2, là, j'ai insisté sur le fait, ce que disait le personnage en disant on ne se souvient pas du nom, on n'est pas reconnu, donc quelle histoire, en fait, on garde finalement. Texte 3, c'était vraiment le sujet du texte 3. Donc, j'ai mis tout le texte avec une citation ligne 14-15.
Et texte 4, j'ai insisté en fait sur la subjectivité et l'interprétation, l'opposition qu'il y a entre histoire et mémoire dans ce texte. Ils n'ont pas vécu des événements pareils, etc. Et c'est ma transition, justement, je m'en sers comme transition. Faut nuancer parce qu'en fait, il y a 1001 histoires, donc 1001 mémoires, en fait. Parce qu'on n'a pas tous la même mémoire d'un événement. Enfin, je veux dire, vous allez en soirée, vous bourrez la gueule avec vos potes, hein, vous souviendrez pas des mêmes choses le lendemain matin. Non, mais plus sérieusement, enfin, même, je vous demande demain de faire un résumé de ce live. Chacun aura un ressenti différent et c'est bien normal. Donc, pour ces 1001 histoires et 1001 mémoires, j'ai appuyé sur le rôle du romancier parce que Modiano, il explique bien ça, que le romancier, il a un rôle à jouer là-dedans. Pour le texte 4, j'ai réinsisté sur le fait que des mêmes personnages avaient une vision différente des événements. Je ne comprends pas la transition entre la A et la B. Donc, l'histoire et la mémoire s'opposent, mais est-ce qu'elles s'opposent vraiment ou est-ce qu'en fait, elles sont juste différentes parce que c'est subjectif et qu'il y a plein de façons de vivre une histoire et donc de construire une mémoire. Elle est la même transition. Pour le texte 3, je me suis intéressée aux lignes 6 et 7, des souvenirs flous. Il parle beaucoup des souvenirs flous, qu'on s'accommode de certaines choses, qu'on préfère oublier certaines choses, hein, même dans la construction de notre mémoire et donc dans l'histoire qu'on enseigne, forcément. Et pour le texte 2, en fait, j'ai insisté un peu comme sur le texte 4 sur la différence d'opinion et de perception entre deux personnages d'un même événement, de quelque chose, d'un fait. Je ne sais pas si ce plan est clair pour vous, si vous avez des points positifs, des points négatifs, des questions à poser, je vous écoute, je suis tout à vous. On peut utiliser le nous et la forme impersonnelle dans la rédaction. Forme impersonnelle, oui, c'est mieux. Tu peux répéter la fin, ça a coupé. Quelle fin? Tu t'es arrêté où, Chloé? Pourrais-tu expliquer la transition entre les deux grandes parties? Ta transition entre un A et un B, c'est quoi? Oula. Texte 2, fin du B. Alors, on va reprendre. Alors déjà, ma transition entre A et B, il reste 10 minutes, donc on va faire vite parce qu'on ne va pas se reconnecter une 4e fois, même si je vous aime. En fait, je m'appuie beaucoup sur ce qui revient dans les textes, à savoir que chacun a un rôle à jouer. L'histoire, elle construit la mémoire, en fait, d'elle-même, on va dire, mais que la mémoire, elle fait vivre l'histoire. Et qu'on a chacun un rôle à jouer dans l'entretien de cette mémoire, dans la construction de cette mémoire et donc dans l'entretien de l'histoire. Ensuite, mes transitions entre mes deux grandes parties. En fait, j'explique que rien n'est simple en fait dans la construction, dans ces liens. En fait, ils sont indispensables. On est tous d'accord là-dessus. Entre mémoire et histoire, il faut tisser des liens, ils se tissent même d'eux-mêmes. Mais qu'ils sont complexes et que parfois on peut se poser la question de comment va-t-on construire cette mémoire, comment va-t-on traiter des événements historiques passés, on en parlait tout à l'heure, sur la guerre d'Algérie, des choses comme ça. Partie 1A, 1B, ah oui, ça je l'ai dit. Texte 2, fin du B. En fait, dans le texte 2, ce que je tire dans mon 1B, c'est l'opposition en fait à la guerre, alors qu'il y a déjà une mémoire. En fait, il se questionne sur ce qu'on retiendra de tout ça. Et il y a une opposition entre les personnages en fait. Alors, que signifie Inde dans la transition des deux grandes parties? C'était indispensable. Je suis désolée, j'ai écrit comme un cochon. Dans la partie 1, dans le B, est-ce que l'on peut parler de la personnification de la mémoire dans le texte 1 en relation avec le texte 3? Oui, bien sûr, on peut s'appuyer sur les figures de style.
Il me semble bien complet. On retrouve pas mal d'idées des précédents plans. Oui, très bien. Le point négatif dans ta transition entre les deux parties, le mien est au singulier et complexe au pluriel. Ça me gêne beaucoup. Gros rire, tu me comprendras. Il fallait que je te la fasse. Oui, alors Fanny, hein, on va se calmer. Non, Fanny rigole parce qu'en fait, il y a une personne sur Instagram qui ne fait que me contacter. Alors, jamais pour me poser une question ou pour me féliciter ou pour je ne sais quoi. Elle ne relève que les coquilles, c'est-à-dire les fois où j'oublie un S, où j'oublie une virgule, etc. Donc, voilà. Je pensais qu'il fallait relever les figures de style dans les textes. Oui, bien sûr. Bien sûr, tu peux t'appuyer sur les figures de style. Oui, une personne sympa. Oui, qui me relève. Fanny l'a surnommée Madame Bled tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que... Alors, en fait, je vais vous renvoyer ce document, parce que bon, là, c'est la fin, c'est ce que vous aviez dans le... Je vais vous renvoyer mon plan. Je vais essayer de vous refaire ça bien comme il faut. Et je vais vous embêter un petit peu. Parce que, en fait, demain, je vais vous envoyer un petit Google Form, enfin, un petit questionnaire pour savoir ce que vous avez pensé du live, etc. Donc, si vous pouviez y répondre, ce serait super gentil pour que je sache si ça vous a plu, ce que je peux améliorer, etc. Je suis touchée de tous les petits messages là, que vous mettez dans le chat. Alors, Lisa, oui, vas-y, parle. Tu veux parler. Alors, vas-y, Lisa. Ça m'a beaucoup aidé. Oh, c'est sympa. Ah voilà, d'ailleurs, le live de vendredi, devons-nous préparer quelque chose pour le live de vendredi sur les problèmes? Je vais vous envoyer quelque chose demain. Est-ce que tu pourras grosso modo donner une répartition du temps de la réalisation de l'analyse? Oui, je vais m'occuper de ça. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un pour nous aider. Je suis contente de vous avoir aidé. Mais moi, ça me fait plaisir aussi, en fait, de vous aider, d'aider des futurs collègues, j'espère. Voilà. Si ça vous a aidé, je suis ravie. Merci Noémie pour ton message. Merci à vous aussi. Ta voix m'avait manqué. Charlotte, je l'ai accompagnée déjà. C'est super. Je ne regarde pas de mettre inscrit aux autres lives. Super. Tu vois, faut pas stresser, Clem, on est gentil. Oui, parce que je stressais, mais finalement, vous étiez que 60 au lieu de 170. Est-il encore possible de s'inscrire pour le live de vendredi? Non, je suis désolée. Désolée. Ce live était très constructif. Est-ce que l'on pourra avoir une analyse complète de ce corpus? Mais je vais vous rédiger ça, bien sûr, Sonia. J'essaierai de vous faire ça, ouais. Moi, j'ai pas de cours et c'est trop cool d'avoir cette possibilité de discuter de tout ça. C'est super. Ça rebooste. Moi aussi, ça me rebooste. C'est extrêmement triste de ta part. Ça demande énormément de temps de tout préparer pour nous. Ouais, j'avoue que ça me demande du temps, mais en même temps, j'y prends du plaisir. Donc voilà, c'est super. On peut te voir. Comme ça, on te dit merci. Alors, ce que je vous propose, c'est de tous ensemble activer nos micros, nos caméras.